Mon nom est Chuck Rim, j'ai 36 ans. J'étais spécialiste en sécurité informatique et je suis également un auteur publié à succès de fiction pour jeunes adultes et de romans d'amour. J'avais 34 ans lorsque, en me rendant chez ma mère, j'ai dérapé sur du verglas. J'étais marié à Karen Reese née Carson depuis 6 ans. Elle avait 32 ans lorsque j'ai mis sa voiture dans le fossé et elle était, et est toujours, un vrai plaisir pour les yeux, une beauté aux traits exotiques, de longs cheveux bruns raides jusqu'aux omoplates, des yeux bleus et un sourire éclatant comme le jour. J'ai rencontré Karen quand j'avais 24 ans. Je sortais d'un restaurant après un rendez-vous client et j'ai entendu un brouhaha provenant de quelques voitures plus loin. Cela ressemblait à un gémissement de douleur. Je me suis dirigé vers le son et j'ai trouvé une jeune femme à terre, tenant une cheville qui gonflait rapidement. Je me suis approché d'elle et lui ai dit de se détendre et de prendre quelques grandes respirations. Dès que je l'ai vue visiblement se calmer, je l'ai soulevée et l'ai déposée sur l'herbe pour qu'une voiture sortant du parking ne la heurte pas accidentellement. Ensuite, j'ai appelé le 911 et j'ai dit à la jeune femme que je retournais au restaurant chercher de la glace. Je l'ai assuré que je reviendrais le plus vite possible. Alors que je prenais une grande serviette pleine de glace et que je quittais à nouveau le bâtiment, j'entendais des sirènes au loin. Nous étions dans un quartier très fréquenté de la ville, alors j'espérais juste qu'elle venait pour elle. Quand je suis revenu vers elle, elle tremblait. Après avoir enveloppé la glace autour de sa cheville, j'ai couru à mon pick-up et j'ai pris une couverture de déménagement que je garde pour me couvrir si j'ai une panne sur la route. Je l'ai couverte avec la couverture et lui ai parlé doucement pour la calmer un peu. Je venais de la calmer quand les ambulanciers sont arrivés. Je me suis reculé et j'ai vu que je n'étais plus nécessaire. Alors, après avoir donné mes coordonnées aux premiers intervenants, je suis parti. Le lundi suivant, j'étais au travail et je me préparais à un rendez-vous client quand j'ai été appelé au bureau. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris de voir la jeune femme du restaurant là, avec une botte orthopédique et des béquilles. Mon patron, Gary Carson, m'a présenté sa nièce, Karen. En se tournant vers la jeune femme, Gary a dit, « Le voici, l'homme que vous cherchiez. » Puis il s'est tourné vers moi alors que j'entrais. « C'est Karen, ma nièce. Elle voulait vous rendre quelque chose. » Sur ce, Karen m'a tendu la vieille couverture de déménagement usée. J'ai ri parce qu'elle l'avait même lavée. « Tu n'avais pas besoin de me la rendre. Je suis juste content de l'avoir eue. Il me semblait que tu étais en état de choc, donc c'était une évidence que tu avais besoin de chaleur. Comment va ta cheville? J'espère que ce n'est qu'une entorse. Oui, c'est une mauvaise entorse, mais pas cassée. Je porterai cette botte et des béquilles pendant quelques semaines, et la botte seule pendant quelques semaines de plus. Je voulais te remercier pour ton aide. Les ambulanciers m'ont donné les informations que tu leur as fournies. Ensuite, quand j'ai raconté à oncle Gary ma chute du trottoir et le nom de mon sauveteur, il a tellement ri qu'il en a eu les larmes aux yeux. Après avoir expliqué que j'avais un appel prioritaire à faire, nous avons échangé nos numéros de téléphone et j'ai promis de l'appeler dès que je le pourrais. Ce fut le début d'une excellente relation amoureuse. Je l'ai appelé ce soir-là et nous avons discuté quelques minutes de l'idée de nous retrouver pour un rendez-vous. Je l'ai emmenée dans un bon restaurant et nous avons eu une agréable conversation. Elle m'a dit qu'elle avait 23 ans et qu'elle venait d'obtenir sa licence en gestion d'entreprise. Elle travaillait actuellement comme assistante administrative pour un cadre d'une entreprise de fabrication locale. Elle m'a également dit qu'elle aimait la musique live de la plupart des genres et le théâtre. Alors que nous nous séparions ce soir-là, elle m'a demandé si je voulais la revoir. J'ai dit oui et lui ai dit que je l'appellerais dès que je ne serais plus d'astreinte. Je lui ai expliqué que l'entreprise dans laquelle je travaillais était une préoccupation 24h24 et 7j7 et que chaque technicien et ingénieur était soumis à un horaire d'astreinte rotatif. Pendant la semaine qui a suivi, il semblait que tous les problèmes imaginables pour un système informatique se produisaient chez nos clients. Quand la semaine s'est terminée, j'avais travaillé presque 60 heures et j'étais épuisé. Le samedi, la rotation a changé, alors j'ai appelé Karen. Je lui ai raconté ma semaine difficile et lui ai demandé si elle accepterait que je l'invite simplement chez moi, que je lui prépare le dîner et que nous regardions un DVD. Elle a trouvé l'idée excellente. Nous avons dîné et regardé un DVD de Game of Thrones qui représentait environ un tiers d'une saison. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 6 semaines et je l'ai ramenée au même restaurant que celui de notre premier rendez-vous. Quand je l'ai ramenée chez elle ce soir-là, elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle voulait l'exclusivité ou que nous arrêtions de nous voir. Elle a eu un regard furieux quand j'ai essayé de réprimer un rire. « Chérie,
je suis désolé d'avoir ri, mais je suis exclusif depuis que je t'ai secouru et même depuis environ 1 an avant. Tu es la seule femme qui m'intéresse. Je t'aime tellement qu'il pourrait y avoir un défilé de Playboy Bunny dans la rue et je ne les remarquerais pas si j'étais avec toi. Elle a souri, m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit et est entrée. Nous sommes sortis ensemble encore quelques mois et, le jour de son anniversaire, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui. Il semblait que c'était le bon moment pour rencontrer les parents. Mes parents et ma jeune sœur adoraient Karen. Ils pensaient qu'elle était merveilleuse et que j'avais de la chance de l'avoir trouvée. Un bref mais significatif problème est survenu lorsque j'ai été présenté à ses parents. Son père n'était pas ravi de ne pas avoir été présenté avant que nous soyons fiancés. Karen a commencé à dire quelque chose quand sa mère a interrompu l'interrogatoire avec les mots « espèce d'imbécile ». Une attitude comme ça, c'est ce qui a éloigné Karen. Elle est revenue pour que nous rencontrions l'homme qu'elle aime. Et si vous ne pouvez pas être civil? Sortez de cette maison jusqu'à ce qu'il parte. Il m'a regardé avec une haine non dissimulée. J'ai juste pris la main de Karen et je l'ai sortie de cette pièce. J'ai dit, Karen, je t'aime de tout mon être. Tu rends l'air que je respire doux. S'il te plaît, ne le prends pas mal, mais je ne retournerai pas dans cette pièce et je partirai si ton père est là. Je sais que c'est ta famille, mais si ton père est aussi farouchement opposé à moi. Nous commencerons notre mariage avec un gros problème. S'il te plaît, ne pars pas sans moi. Je vais dire à maman que nous partons et je reviens tout de suite. Sur ce, elle est retournée dans le salon. J'ai entendu des cris et la voix de Karen. Espèce d'enfoiré. Tu dois tout ruiner. L'homme que j'aime ici est prêt à partir sans moi si tu ne pars pas. Je ne te forcerai pas à quitter ta propre maison. Mais je ne reviendrai jamais dans cette maison quand tu seras là. Tu ne seras pas invité au mariage. Tu ne me conduiras pas à l'hôtel. Tu ne me donneras pas. Je ne te manquerai pas. Ton absence ne sera pas remarquée par moi, mais elle le sera par d'autres. Ma mère est la bienvenue. Toi. Tu ne le es pas. Sur ce, elle est revenue dans la pièce où j'étais, m'a attrapé le bras et nous sommes partis. Karen a dit que la seule raison pour laquelle elle voulait que je les rencontre était la tradition. Quant à savoir qui remplacerait son père, le mari de tante Karen, Jeff, ferait les honneurs. Eh bien, tante Karen et oncle Jeff étaient ravis et heureux pour Karen. Ils m'aimaient sincèrement et m'ont fait sentir comme un membre de la famille. Quand ils ont entendu de ma Karen parler de la confrontation, ils n'ont pas été surpris. Les préparatifs du mariage battaient leur plein lorsque je me suis blessé au travail et que j'ai été hospitalisé ou en rééducation pendant la majeure partie d'une année. J'avais une fracture du dos, de la hanche, d'un bras et des 2 jambes. J'ai également réussi à me blesser à l'aine au point d'être stérile. J'étais dans une voiture de fonction en route pour rencontrer un client lorsqu'un camion a perdu ses freins et a percuté ma voiture côté conducteur. La compagnie de transport a fait faillite suite au règlement que l'entreprise et moi avons obtenu. Il semble qu'ils savaient que le camion avait des freins défectueux et qu'ils avaient fait des économies sur l'entretien des véhicules. C'est pendant ma rééducation que j'ai commencé à écrire pour soulager l'ennui. Mon patron a trouvé mes écrits très bons et a envoyé plusieurs de mes romans d'amour à un éditeur. J'ai reçu une avance substantielle et un contrat pour 5 autres livres. Ensuite, mon patron sournois a envoyé les mêmes livres pour jeunes adultes au même éditeur et j'ai obtenu une autre avance légèrement plus petite et un contrat pour 2 autres livres. J'aurais toujours besoin d'une Minerve et je marcherai en boitant. Karen est restée avec moi malgré tout. Elle a été d'un soutien inébranlable même lorsque je l'ai encouragée à trouver quelqu'un qui ne lui causerait pas le chagrin et la douleur que mes blessures lui avaient infligé. Grâce aux sommes de l'accident et aux droits d'auteur de mes livres, on m'a conseillé de me protéger. J'ai créé un fonds fiduciaire et mes droits d'auteur ont été ajoutés au règlement juridique. J'ai également demandé à mon avocat de rédiger un contrat de mariage. Karen l'a signé sans aucune protestation. Environ 30 mois après nos fiançailles, nous nous sommes enfin mariés. Ce fut un mariage merveilleux. La lune de miel fut formidable, et à part un mal de dos du long trajet, j'étais bien et amoureux. J'ai fait acheter une maison et un terrain en dehors de la ville par la fiducie, et nous avons emménagé 1 an après notre mariage. La vie était belle et les choses se passaient bien, puis environ 5 ans après notre mariage, les choses ont changé. Cet octobre-là, son patron a pris sa retraite et l'entreprise l'a remplacé en novembre par un homme beaucoup plus jeune. C'est comme si un interrupteur avait été éteint sur notre vie sexuelle.
Pendant les 6 semaines qui ont suivi son affectation à lui, j'aurais pu être une verrue sur sa main. Il n'y avait plus d'affection, plus de câlins, plus de baisers, et certainement plus d'intimité. Puis un soir, j'ai ramené à Karen des roses et une boîte de chocolat qu'elle aimait. J'essayais de lui montrer mon amour. Elle n'a pas dit merci, ne m'a pas embrassé, ni montré le moindre signe d'appréciation de mon geste. Ce qu'elle a fait, c'est déborder de joie à propos de son nouveau jeune et beau patron et dire qu'il était le meilleur patron du monde. Elle n'a pas remarqué que je m'énervais à propos de tous ses éloges. D'accord, j'étais jaloux et probablement sans raison. Ce soir-là, Karen m'a demandé si quelque chose me tracassait et, comme un petit garçon boudeur, j'ai dit non et je suis allé dormir sur le canapé. Ma voiture ne démarrait pas et ma voiture de fonction était au garage. J'ai donc laissé un mot sur la boîte de chocolat disant à Karen de louer une voiture jusqu'à ce que je puisse faire réparer la mienne. Je suis parti au travail avec sa voiture. Les gens au bureau savaient que quelque chose n'allait pas et marchaient près de moi comme si le sol autour de moi était en verre et qu'il y avait un gouffre d'1 kilomètre en dessous. Vers 14 heures, j'ai reçu un appel. C'était Karen et elle pleurait. « Chuck, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu étais en colère contre moi pour une raison. » J'étais encore bien énervé, alors j'ai dit, « Eh bien, puisque ton nouveau patron ne t'a pas réconforté, je suppose que son pénis pue autant que le mien. Je vais aller à l'hôtel ce soir et tu pourras dire à ton merveilleux patron que tu es toute seule. » Puis j'ai raccroché. J'ai appelé le standard et leur ai dit que je n'accepterais aucun appel personnel pour le reste de la semaine. Je me suis arrêté à la maison et Karen était assise dans la cuisine, le regard dans le vide. Je suis entré dans la chambre et j'ai attrapé un uniforme propre, des sous-vêtements propres et des chaussettes et je suis parti sans dire un mot. Le lendemain matin, j'ai été appelé au bureau du patron. Quand je suis arrivé, il a commencé à me reprocher comment Karen avait appelé leur maison la nuit dernière et voulait savoir ce que j'avais dit sur ce qu'elle avait fait pour me fâcher. Cela m'a mis complètement hors de moi. J'ai travaillé dans ce bureau pendant plus de 6 ans et demi et je n'ai jamais fouillé dans votre vie personnelle. Restez en dehors de la mienne. Puis j'ai ajouté, je sais que vous ne réagissez pas bien aux menaces, mais si jamais vous essayez de fouiller à nouveau dans ma vie personnelle, je démissionnerai. J'ai sorti du bureau en furie, j'ai pointé et je suis parti faire un tour pour me calmer. J'étais à environ 1 heure de la ville quand le téléphone portable de mon entreprise a sonné. C'était mon patron. Écoute, Chuck, je suis désolé d'avoir fouillé, mais ta femme et la mienne sont devenues de bonnes amies. Ma femme était contrariée et a insisté pour que j'essaie d'aider. J'étais encore en colère. Ma démission sera sur votre bureau avant la fin de la journée. Je vous ai dit de rester en dehors de ma vie personnelle. J'ai éteint le téléphone, fait demi-tour et suis retourné au bureau. J'ai tapé ma démission. Je suis allé à son bureau et je la lui ai tendue avec les clés du bureau et de la voiture et le téléphone portable de l'entreprise. Je suis retourné à ma voiture et je suis parti. Je me suis arrêté à un Walmart et j'ai acheté le moins cher des téléphones à clapet et une carte de 300 minutes pour le charger. Une fois entièrement activé, j'ai appelé chez moi. Karen a répondu, « Bonjour, puis-je demander qui appelle ?» Karen, c'est Chuck, ton mari actuel. J'appelle pour que tu aies mon nouveau numéro de téléphone. Je reste loin jusqu'à ce que tu décides ce qui est le plus important, ton nouveau patron ou le mari que tu as ignoré pendant plus d'1 mois. J'ai continué, je continuerai à payer toutes les factures. Mais quand je rentrerai à la maison, j'attends la femme que j'ai épousée où tu es parti. D'accord, Chuck, qu'est-ce que j'ai fait? Que entends-tu par mari actuel? Je ne comprends pas ce qui te met si en colère. Eh bien, pour citer une femme que j'avais l'habitude d'avoir quand elle s'énerve contre moi, tu sais ce que tu as fait ou n'as pas fait. Débrouille-toi. S'il te plaît. Sois absente de la maison demain après-midi pour que je puisse récupérer mon ordinateur et mes disques de sauvegarde. Quand tu auras compris ce qui me met en colère. Alors peut-être pourras-tu m'appeler et me le dire pour que je sache que tu sais. Ne t'inquiète pas d'appeler mon ancien lieu de travail à cause de ta manière d'impliquer mon patron. J'ai démissionné aujourd'hui. Je vais appeler mes parents et voir si l'appartement au-dessus de leur garage est vacant. Et si c'est le cas, j'y resterai. Réfléchis aux derniers mois ou du moins depuis que ton merveilleux jeune meilleur patron du monde entier est entré dans ta vie et à la façon dont tu m'as traité, ton mari, tu sais, celui qui t'aime. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé si l'appartement du garage était vacant, et si oui, je voudrais l'utiliser pendant 1 semaine ou 2.
Elle voulait des détails et quand j'ai demandé à nouveau si l'appartement était vacant et si je pouvais l'utiliser, elle a dit timidement oui. Je lui ai dit que je serais là avant le week-end. L'après-midi suivant, j'ai récupéré toutes mes affaires d'écriture et environ une semaine de vêtements décontractés. Je suis retourné à l'hôtel et j'ai planifié mon voyage pour le lendemain. Je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel au son de la pluie. Comme c'était novembre dans le Haut-Midwest, je savais que les routes seraient mauvaises, alors j'ai prévu que mon voyage prendrait 2 fois plus de temps que la normale. Je quittais l'autoroute à environ 1 kilomètre de la maison de ma mère quand j'ai heurté la plaque de verglas. J'ai lutté contre le dérapage, mais la voiture a terminé dans un fossé avec un grand choc. Mon dos a protesté bruyamment. J'ai vu des étoiles tellement la douleur était forte. Quelque chose s'est également emmêlé dans mes pieds et les pédales. J'ai pris quelques grandes respirations et j'ai essayé de me détendre. La douleur a diminué et j'ai tendu la main pour voir ce qui s'était emmêlé dans mes pieds. C'était un sac de Walmart. À l'intérieur se trouvait un tube de KY partiellement utilisé, une boîte de préservatifs ouverte et du gel chauffant saveur fraise. J'étais dévasté. J'ai remis les affaires dans le sac, les fourré sous le siège et j'ai appelé le 911. J'ai expliqué qu'il s'agissait d'un accident mineur, que je m'étais blessé au dos et que j'avais peur de trop bouger. Ils ont envoyé une ambulance. J'ai appelé ma mère et lui ai expliqué que j'allais à l'hôpital. Et enfin, j'ai appelé la AA. L'ambulance et la dépanneuse sont arrivées en même temps. J'ai dit au dépanneur de remorquer la voiture chez ma mère. On m'a délicatement retiré ma minerve, j'ai été placé sur une planche dorsale. J'ai ensuite été transporté. Comme j'étais arrivé aux urgences en début de soirée, on m'a laissé dans une salle de traitement pendant un certain temps, et j'ai commencé à penser à ce que j'avais découvert. Pourquoi Karen m'avait-elle trahi? Pourquoi ne m'avait-elle pas simplement dit qu'elle voulait plus que ce que je pouvais lui offrir et ensuite me demander le divorce? Quand on m'a finalement emmené faire des radiographies, j'avais presque surmonté ma douleur au dos, mais j'étais couvert de bleu à cause de la ceinture de sécurité. Heureusement, les radiographies étaient négatives, mais l'hôpital a décidé de me garder une nuit. Ma mère et mon père sont arrivés. Maman voulaient m'étouffer en même temps qu'elle me réprimandait d'être négligent. J'ai demandé à maman de me laisser parler à papa quelques minutes car j'avais un problème pour lequel j'avais besoin de ses conseils. Maman a dit qu'elle irait chercher du café. Papa, j'ai découvert des preuves qui indiquent que Karen me trompe. Les choses vont mal à la maison depuis qu'elle a un nouveau patron. Je pense qu'elle me trompe avec lui. Que penses-tu que je devrais faire? Papa a semblé triste et a réfléchi un instant avant de répondre, si tu veux sauver ton mariage, demande-lui directement si elle te trompe. Si tu veux mettre fin à ton mariage, rassemble tous les faits que tu peux et utilise ces faits pour divorcer d'elle. Je sais que tu as assez dans ton fonds fiduciaire pour engager un détective privé. Fais-le et vis avec les conséquences. Une chose que tu ne peux pas faire, c'est l'ignorer ou cela te rongera de l'intérieur. Merci, papa. Je ne vivrai pas avec une femme infidèle, mais je n'ai aucune preuve irréfutable. J'ai laissé Karen à la maison. Mais je vais rentrer chez moi dès que je serai sorti d'ici et la déplacer dans la chambre d'amis jusqu'à ce que je puisse prouver ça d'une manière ou d'une autre. Je ne lui montrerai pas les preuves avant d'en avoir besoin. À ce moment-là, maman est revenue et une infirmière est entrée. L'infirmière a dit à maman et papa que les heures de visite étaient terminées. Elle a également dit qu'après les visites du lendemain matin, je serais libéré et pourrais partir. J'ai demandé et obtenu mon téléphone portable. J'ai appelé mon avocat fiduciaire et lui ai demandé s'il utilisait déjà un détective privé. Il m'a donné un nom et un numéro de téléphone. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Je me suis retourné et j'ai découvert d'autres points douloureux, mais je me suis endormi. Le matin, le médecin est venu, m'a examiné et a signé mes papiers de sortie. J'ai attendu ma mère ou mon père. Et quand ils sont tous deux venus, je suis allé chez eux. J'étais raide et très douloureux, et très triste. Vers 14 heures, Karen a appelé et a demandé à ma mère si elle pouvait me parler. Mon père avait dû lui dire ce dont nous avions parlé parce qu'elle a jeté un regard furieux sur le téléphone, a couvert le micro et m'a demandé « Veux-tu parler à cette sorcière de femme que tu as ?» Autant en finir tout de suite, ai-je répondu. Donne-moi le téléphone. J'ai pris le téléphone et j'ai dit « Bonjour, Karen. As-tu chevauché des balais ces derniers temps ?» J'ai entendu un halètement, puis elle a dit « Pourquoi es-tu un tel salaud de méchant ?» Je ne sais pas. Peut-être parce que depuis que tu as eu le beau patron,
Tu n'es plus ma femme, juste une colocataire. J'ai continué, repense. Quand était la dernière fois que nous étions intimes? Ça fait plus de 6 semaines que nous n'avons même pas eu un bref moment ensemble. J'ai poursuivi. Je serai à la maison dès que je pourrai faire en sorte que ta voiture soit réparée. J'ai dérapé dans un fossé hier soir et j'ai passé la nuit à l'hôpital. Je ne t'ai pas appelé parce que tu n'aurais pas pu venir de toute façon. Je te procurerai une nouvelle voiture dès que possible. À moins que celle-ci n'ait que des dommages mineurs, mais j'ai heurté le fossé assez violemment. Cela ne me prendra qu'un jour ou deux et je rentrerai à la maison. Puis je lui ai fait savoir qu'elle n'était pas tirée d'affaire. S'il te plaît, prends tes vêtements et mets-les dans la chambre d'amis. Tu l'utiliseras jusqu'à ce que ma femme aimante revienne. J'ai entendu un autre halètement et le téléphone s'est éteint. J'ai appelé l'enquêteur et lui ai donné l'adresse professionnelle de Karen et je lui ai dit quelles preuves j'avais. Il a ri et m'a demandé si j'utilisais des préservatifs. J'ai dit, je suis stérile depuis que j'ai été blessé dans un accident de voiture 2 ans avant mon mariage. Tu veux le poste ou non? Sinon, arrête de faire des commentaires sarcastiques. Je ne t'aurais pas appelé si je n'étais pas sérieux. J'ai ajouté, vérifie également Jerry ou Gerald Maxwell, son nouveau patron. Je soupçonne qu'il est celui avec qui elle me trompe. Je veux son adresse, le nom de sa femme, les noms de ses enfants, et même le nombre de puces que son chien a. Je ne lui ferai pas de mal physiquement. Mais s'il couche avec ma femme, il sera puni. Il s'est excusé et a cité ses tarifs. Nous avons mis fin à cet appel. J'étais agité, alors je suis sorti et j'ai regardé la voiture de Karen. Tout l'avant était enfoncé. Les roues avant avaient reculé d'au moins 3 pouces. J'ai pris le sac de choses et je l'ai monté à l'appartement et je l'ai caché dans un compartiment secret que j'avais fait quand j'étais adolescent et que je devais cacher de l'alcool. J'ai appelé mon assureur et un mécanicien que je connaissais dans la ville natale. L'agent a dit qu'il enverrait un expert le matin, et le mécanicien a dit qu'il réparerait la voiture que j'avais laissée à la maison. Je suis ensuite redescendu et j'ai sorti les vêtements et mes affaires d'écriture du coffre de la voiture. Mon ordinateur portable et mon imprimante étaient dans un étui en aluminium solide avec un rembourrage en mousse comme ceux qu'utilisent les photographes professionnels, alors j'ai pensé qu'ils seraient en bon état. J'ai tout monté à l'appartement et je suis descendu dans la maison pour les articles de literie et de toilette, les serviettes, le savon, les gants de toilette, etc. Après une douche et avoir vérifié que l'ordinateur était en bon état, je suis allé me coucher. J'ai eu du mal à m'endormir et je me suis réveillé plusieurs fois à cause de cauchemars où Karen et son amant étaient dans mon lit. Vers 10 heures le lendemain matin, l'expert en sinistre est arrivé. Il a déclaré la voiture perte totale et m'a demandé si je voulais la garder ou si la compagnie d'assurance devait la mettre à la ferraille. Quand il m'a dit ce qu'il déduirait si je gardais la voiture, je lui ai dit de s'arranger pour l'enlever. J'ai promis de la vider avant l'après-midi et qu'il pourrait la prendre quand cela leur conviendrait. Après cela, il a fait le chèque et est parti en disant qu'il ferait enlever la voiture avant le week-end. Alors que je vidais le reste des affaires du coffre, j'ai décidé de regarder dans le pneu de secours. Eh bien, et il y avait un autre sac de course. À l'intérieur se trouvait un string froissé et une paire de culottes sans entrejambe. Ça m'a fait mal de trouver ce sac et ce n'était qu'un clou de plus dans le cercueil de mon mariage. Mon père m'a emmené chez le concessionnaire Ford local et j'ai acheté un nouveau F-150 avec toutes les options. J'ai dû débourser une somme d'argent considérable en plus du chèque d'assurance. J'ai décidé de tout emballer, de vider ma cachette et de rentrer chez moi. Pendant le trajet, j'ai réfléchi à ce que j'aurais pu faire pour que Karen m'abandonne. J'ai aussi pensé à ce que serait ma vie une fois divorcée. Quand je suis arrivé chez moi, ma voiture était là où je l'avais laissée et il n'y avait pas d'autre voiture. Quand je suis entré dans la maison, Karen n'était pas là. J'ai supposé qu'elle était au travail. Il n'était que 14 heures. Le téléphone clignotait avec un message. C'était Karen. En l'écoutant, elle a dit, « Je réalise enfin ce qui t'a mis si en colère. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais j'ai été aveuglé par l'aura de Jerry. Son pénis et son comportement. Je vais rester chez tante Karen et te laisser décider s'il y a un moyen de sauver notre mariage. » J'ai quitté ce travail et j'ai dit exactement au service des ressources humaines pourquoi Jerry n'aurait plus de travail après-demain. S'il te plaît. Réfléchis à ce que je peux faire pour nous sortir de là. Je suis désolé. Au revoir. Eh bien, cela a rendu l'enquêteur inutile.
Puis j'ai décidé de changer son objectif pour obtenir des informations sur Monsieur Maxwell. Je l'ai appelé et je lui ai parlé des changements dans la chambre. J'ai vu que Karen n'avait pris aucun de ses vêtements ni de ses affaires de toilette et de maquillage. Elle a pris son coffret à bijoux et une partie de l'argent que nous gardions à la maison pour les imprévus. Pas beaucoup, mais quelques centaines étaient partis. Je ne m'en souciais pas, mais j'ai été frappé par mes vêtements. Ma femme soucieuse de la mode n'a pris aucun de ses vêtements. Je me suis demandé si elle pensait qu'elle avait juste causé un accroc dans notre mariage. J'étais toujours très en colère, mais elle n'était pas là pour que je lui crie dessus, alors j'ai juste dû souffrir en silence. Ce n'est pas mon style. J'ai appelé tante Karen. Pourriez-vous demander à Karen ce que je dois faire de ses vêtements et de son maquillage? Elle a laissé un message disant qu'elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire pour que je lui pardonne. S'il vous plaît. Dites-lui que le pardon n'est pas nécessaire car je n'oublierai jamais la trahison. Vous pourriez aussi mentionner que nous n'avons jamais utilisé de préservatif, de KY ou de gel chauffant aromatisé. Elle a aussi oublié ses vêtements sexy. Je me suis excusé d'avoir déversé ma colère sur elle et j'ai mis fin à l'appel. J'ai commencé à emballer les vêtements de Karen qui ne seraient pas détruits en étant fourrés dans des sacs poubelles. Les affaires sur les cintres. J'ai déménagé le tout dans le placard de la petite chambre la plus éloignée de la chambre principale. Un geste petit et enfantin, mais ça faisait du bien. Vers 19h ce soir-là, Karen a appelé et a voulu savoir où en était notre mariage. Nous n'allons nulle part dans notre mariage. Tu as détruit cela la première fois que tu as baissé ta culotte pour quelqu'un d'autre que moi, ton mari autrefois aimant. Tu nous as blessés au-delà de toute guérison. Je ne veux plus jamais te revoir. Mais tu dois revenir ici et prendre tes affaires avant que je ne les brûle toutes. Cela répond-il à ta question? Karen a sangloté et a mis fin à l'appel. Je n'ai plus eu de ses nouvelles pendant plus de 3 semaines. Je lui ai fait remettre les papiers de divorce environ 2 jours après qu'elle m'ait appelé. Le lendemain, tante Karen est venue récupérer les vêtements et les 2 sacs de courses contenant les preuves. Elle a laissé les bagues de mariage et de fiançailles de Karen. Quand elle m'a finalement contacté, c'était avec les papiers de divorce signés et une demande de pouvoir parler en face à face. J'ai accepté que nous puissions nous rencontrer, mais pas chez moi. J'ai suggéré que nous nous rencontrions chez Jerry. J'ai entendu un halètement et l'appel a pris fin. Environ une semaine après l'appel de Karen, j'ai reçu le rapport final de l'enquêteur privé. Karen vivait avec Jerry et sa femme essayait de tout lui prendre. Maintenant, je comprenais pourquoi la suggestion de Jerry avait provoqué un halètement. Le divorce sera prononcé dans environ 6 semaines. J'écris à temps plein et j'ai une étudiante qui est ma relectrice rémunérée. Elle vit sur le campus et je lui envoie mes fichiers et elle les retourne en moins d'une semaine. Je n'ai jamais eu d'explication sur ce qui a poussé Karen à s'éloigner. Mais Jerry a eu sa punition. Il l'a eu. Maintenant, il doit veiller sur elle pendant tout le temps qu'ils passeront ensemble. Le temps passe et la vie continue. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à faire connaître mon contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Je m'appelle Glenn Caballo. Je vis dans une petite ville scandinave et, au début de cette histoire, j'avais un bon emploi d'ingénieur de production dans une succursale locale d'une grande entreprise internationale. Caballo signifie cheval en espagnol. Mon arrière-grand-père a pris ce nom lorsqu'il était acteur et a découvert que son vrai nom, Eriksson, était trop commun pour être retenu par le public. Il pensait qu'un nom de cheval espagnol était bien meilleur pour sa profession. J'ai rencontré Caroline Stillman au mariage d'un ami. Rien ne s'est passé là-bas, mais j'ai eu son numéro de téléphone et elle a eu le mien. À ma grande surprise, elle m'a appelé une semaine plus tard et m'a invité à dîner chez elle. J'ai accepté et je suis venu avec une bouteille de vin et une grande rose rouge. Son appartement était en bon ordre. Sa cuisine était excellente, et nous avons passé un très bon moment. En fait, un si bon moment ensemble dans son lit que j'ai même eu un petit déjeuner avant de rentrer chez moi le matin. À mon grand plaisir, elle m'a même fait une fellation immédiatement après notre première fois. Ce fut une surprise car dans ma ville scandinave à l'ancienne, il est très inhabituel que les filles fassent cela au premier rendez-vous. Bien sûr, j'étais heureux d'avoir rencontré une fille aussi merveilleuse,
c'est pourquoi j'ai continué à la fréquenter et à passer d'autres bons moments ensemble. Après quelques rendez-vous supplémentaires, Caroline m'a dit qu'elle était amoureuse de moi et a exigé que je sois honnête et que je lui dise ce que je ressentais pour elle. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit la vérité. J'étais également amoureux d'elle. Après seulement 4 mois, nous avons décidé de vivre ensemble dans ma maison, une maison que j'avais pu acheter grâce à un peu d'argent que j'avais gagné au loto. J'avais eu la chance de multiplier cette somme par 10 pendant le boom informatique en bourse. J'ai tout vendu quand c'était au plus haut, tout investi, puis j'ai utilisé cela comme acompte pour une jolie maison. Après avoir emménagé ensemble, Caroline a suggéré un grand mariage pour le 10e anniversaire de notre premier rendez-vous. Cela me convenait. J'ai même accepté ses exigences concernant des comptes bancaires séparés et les laissé imprimer des conditions très détaillées sur qui devait payer quoi. Bien que cela ait semblé un peu étrange, j'ai accepté ses suggestions principalement parce que cela protégeait ma maison en tant que propriété privée si nous nous séparions. Quelques petites sonnettes d'alarme ont retenti pendant notre période ensemble juste après qu'elle a emménagé chez moi. J'étais un homme ordinaire et non un Casanova habile, et c'est pourquoi j'avais quelques doutes. Je craignais que si un homme comme moi pouvait coucher avec elle après le premier dîner, qu'est-ce qu'un véritable dragueur habile pourrait obtenir de Caroline? Cela est particulièrement vrai s'il la rencontrait sur son terrain de chasse naturel, comme des conférences, des fêtes d'entreprise ou des soirées entre filles. Bien sûr, je n'ai jamais rien soupçonné, et bientôt les sonnettes d'alarme se sont éteintes car Caroline et moi entretenions une bonne relation. En fait, elle était bien meilleure que celle de beaucoup de nos amis. Caroline et moi avons promis de tenir notre famille à l'écart des problèmes. Et pour chaque divorce dont nous étions témoins parmi nos amis, nous nous sommes même rapprochés. Caroline est tombée enceinte et nous avons une autre fille Alice. Cependant, personne n'est parfait à 100% pour toujours. Et c'est pourquoi nous avons eu notre premier problème familial sérieux après 8 ans et 7 mois ensemble. Comme dans beaucoup d'autres relations, ce sont les questions économiques qui ont mis Caroline et moi sur le sentier de la guerre. Nos problèmes ont commencé lorsque l'entreprise où je travaillais a délocalisé toute sa production et la plupart de l'administration locale au Portugal. Mon emploi et plus de 600 autres emplois ont été perdus à jamais dans notre ville. Bien sûr, il était impossible de trouver autant de nouveaux emplois en si peu de temps dans une petite ville scandinave comme la nôtre. Les 3 premiers mois de chômage, j'ai reçu mon salaire de l'entreprise comme d'habitude. Mais après cela, c'est devenu difficile car je n'avais plus que mes économies limitées et les petits paiements mensuels de mon assurance chômage. C'était une période difficile, mais je tenais le coup. Caroline payait ses dépenses exactement selon notre accord, et à ma surprise, elle n'a pas proposé ni montré la moindre intention de m'aider en prenant une part plus importante de nos dépenses familiales. Puis un mois terrible, tout a mal tourné. Nous avons eu plusieurs problèmes inattendus, un service coûteux pour ma voiture, le réfrigérateur et le lave-vaisselle sont tombés en panne et ont dû être remplacés, et une facture salée de mon dentiste. Puis, le pire de tout, Caroline et moi avions convenu d'aller à un spectacle coûteux un week-end dans notre capitale avec Mélanie et Tom, de vieux amis de Caroline. Sans me consulter, Tom avait acheté des billets de train express et réservé des chambres dans un hôtel 5 étoiles pour nous 4. Je savais avec certitude que mes finances étaient à zéro, et même un petit prêt de mes proches serait nécessaire pour payer toutes mes factures. Je n'avais aucun intérêt à utiliser un prêt pour aller dans un hôtel 5 étoiles et un spectacle. Je ne voulais pas non plus utiliser une partie de ma dernière réserve, des actions dans une entreprise rentable que j'avais l'intention de garder pour des questions plus importantes si ma maison rencontrait de réels problèmes. Pour des raisons très simples, je n'avais aucune option et ne pouvais pas me permettre d'aller à ce spectacle. J'ai dit à Caroline que je ne pouvais pas me permettre ce voyage et pourquoi nous devions l'annuler. Elle est devenue furieuse et a crié « Jamais de la vie. Ce n'est pas mon problème si tu ne peux pas te permettre d'y aller et que tu dois rester à la maison. Mais je veux voir ce spectacle et j'y vais avec Mélanie et Tom, c'est sûr. » J'avais espéré que Caroline m'offrirait une aide financière pour résoudre mon problème pour le voyage du week-end. Mais comme elle n'a fait aucune tentative ni ne s'est portée volontaire pour le faire, j'ai décidé d'avaler ma fierté et de lui demander. « Tu sais combien je dois payer ce mois-ci pour toutes ces dépenses imprévues. Mais si tu veux vraiment que je vienne avec toi au spectacle, pourrais-tu s'il te plaît payer ma part du voyage et je te paierai un voyage équivalent quand j'aurai à nouveau un emploi ?» Sa réponse glaciale m'a vraiment surpris. Je m'attendais à ce que tu pètes un câble. C'est pourquoi j'ai déjà parlé avec Tom et il a promis de vendre ton billet à quelqu'un d'autre. Alors,
tu vas au spectacle sans moi plutôt que de rester à la maison avec moi ou de te soucier de m'aider quand j'ai ce problème financier temporaire? Nous sommes devenus un très beau couple, n'est-ce pas? Tom dit que tu as encore le temps jusqu'à demain pour trouver l'argent. Je suis sûr que tu peux arranger ça d'une manière ou d'une autre si tu veux vraiment venir avec moi, a dit Caroline d'une voix glaciale. D'accord, j'ai compris le message que tu ne te soucies plus de moi. Je prendrai ça comme ta décision finale concernant le fait que toi et moi ne faisons plus rien ensemble. Le moment est venu de résoudre nos problèmes une fois pour toutes. Ai-je dit et je me suis précipité vers ma voiture et je suis parti. Elle a couru après moi, criant quelque chose que je n'ai pas entendu. À une certaine distance de ma maison, j'ai garé la voiture et j'ai essayé de me calmer et de réfléchir à la situation. Caroline et moi vivions ensemble depuis un peu plus de 9 ans. Nous avions un enfant ensemble, et nous avions l'intention de nous marier lors d'un grand mariage pour notre 10e anniversaire de vie commune. Tout s'était bien passé entre Caroline et moi tant que j'avais mon emploi bien rémunéré et une bonne vie. Probablement une vie un peu trop bonne car mes économies auraient dû être beaucoup plus importantes pour m'aider à traverser des moments difficiles imprévus comme le présent. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que maintenant, alors que j'avais des problèmes financiers temporaires, il était évident que je ne valais plus rien aux yeux de Caroline. Il ne faisait aucun doute qu'elle ne me considérait plus que comme un pauvre homme qui lui causerait des problèmes financiers. Même son intérêt pour notre vie sexuelle avait souffert de la situation actuelle. À ma propre surprise, il ne m'a fallu que quelques minutes pour décider ce que je devais faire pour résoudre les problèmes de Caroline et les miens. Je suis allé voir Mélanie et Tom. Ils semblaient un peu surpris de me voir. Alors, après quelques politesses, je suis allé droit au but et j'ai dit à Tom, « Je ne peux pas me permettre de payer les billets et Caroline refuse de m'aider à le faire. » Alors? Je viens vous voir à propos de ce voyage de week-end. Je vais sauter le voyage de week-end et larguer la femme avide qui vit dans ma maison. Cependant, elle vient avec vous mais sans moi. Au fait, elle m'a même dit que vous l'aviez déjà arrangé avec un type pour me remplacer. Qui est-il? Mélanie a dit, Caroline a beaucoup d'argent et je ne comprends pas pourquoi elle te fait ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider dans cette affaire car nous aussi, nous avons beaucoup de dépenses imprévues après avoir déménagé dans cette nouvelle maison. Le vieil ami de Tom, Michael Gilman, a promis d'acheter votre part et de se joindre à nous. J'ai crié, cet homme à femme courtise Caroline et passera une nuit dans une chambre d'hôtel avec elle après un dîner et beaucoup de vin. Caroline c'est elle qui me remplace. Oui, et ça lui convenait, a dit Tom. Qui a suggéré que cet homme à femme soit l'escorte de Caroline? N'est-il pas marié, fut ma question suivante. C'est un homme bien qui a une réputation injuste. Je l'ai rencontré par hasard. Il a accepté d'acheter vos billets demain si vous ne l'aviez pas fait d'ici là, et Caroline a accepté, a expliqué Tom. J'ai perdu un emploi, mais pas ma fierté. Vous pouvez être sûr que mon problème financier n'est qu'une affaire temporaire. Et je peux vous promettre que nos 9 années passées ensemble avec cette femme maintenant sans vergogne, Caroline, trouveront une solution finale ce soir même. Elle peut avoir son grand mariage, mais ce sera sans moi. Soyez-en certains. Je leur ai dit d'une voix forte et j'ai vu sur leur visage qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je réagisse aussi durement. Tom a compris ma colère et a tenté de me calmer en disant « Non, non, ce n'est pas ce que tu penses. Michael et moi partageons une chambre et les filles sont dans l'autre chambre. C'est l'accord. Tu peux me croire, rien d'inapproprié ne se passera entre Caroline et Michael. Vous me prenez vraiment pour un idiot qui va croire de telles bêtises? Croyez-vous qu'un coureur de jupons habile comme Michael Gilman raterait une si belle occasion de coucher avec Caroline? Elle est fâchée contre moi parce que j'ai des problèmes financiers et c'est pourquoi elle préfère y aller avec lui. Mais je peux vous promettre que je me fiche que mon ex Caroline couche avec lui. Elle peut même trouver d'autres clients dans le quartier louche voisin. Je pense qu'il est grand temps d'appeler la femme de Michael pour une petite discussion amicale. Ai-je dit avant de demander s'ils avaient encore des cartons de leur déménagement dans leur nouvelle maison. Mélanie a dit, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Tom et moi pouvons jurer et te promettre que Caroline ne fera rien de stupide. Pourquoi as-tu besoin des cartons? L'aventure de Michael Gilman devrait sortir de ma maison. Si j'acceptais qu'elle passe une nuit avec un coureur de jupons sans la jeter de ma maison, je serais la risée de tous mes amis. Jamais de la vie. Jamais. Puis-je stocker ces affaires dans votre garage pendant votre voyage? Sinon. Elles seront stockées sur votre pelouse, ai-je demandé.
Mélanie s'est opposée bruyamment à mes intentions de chasser Caroline de ma maison, mais Tom m'a donné 10 cartons pliés et une clé de rechange pour leur garage. J'ai eu le sentiment qu'il appréciait vraiment la situation. Je savais que Caroline avait reçu un appel téléphonique l'informant de mes projets dès que j'avais quitté Mélanie et Tom, et je m'attendais à une Caroline furieuse m'attendant à la porte. Au lieu de cela, je l'ai trouvée en pleurs à la table de la cuisine. Dès qu'elle m'a vu, elle a éclaté en sanglots, « Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir été stupide et égoïste. J'ai vraiment honte de ce que j'ai dit avant ton départ. S'il te plaît, pardonne-moi. » Bien sûr. Je comprends tes problèmes et bien sûr nous sommes une famille qui doit tout réparer ensemble. J'ai déjà dit à Mélanie que nous partions ensemble pour ce voyage et qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter du paiement. Tom a dû être stupide quand il a proposé ton billet à Michael. Mais s'il te plaît, crois-moi qu'il n'était pas mon choix. Mélanie et Tom ne m'ont pas dit qu'ils voulaient acheter ton billet. S'il te plaît, crois-moi et pardonne-moi. J'ai répondu, Tom m'a raconté une toute autre histoire à propos du billet. N'hésite pas à aller à ton spectacle avec ce gigolo comme tu veux vraiment le faire. Mais tu dois être une femme incroyablement naïve si tu penses qu'après quelques verres tu peux partager un lit avec l'un des coureurs de jupons les plus célèbres de notre ville pendant toute une nuit sans être séduite et avoir des relations sexuelles. S'il te plaît. Épargne-moi d'entendre d'autres bêtises et mensonges, car je ne me soucie plus de ce que tu fais. Trop, c'est trop. Et j'en ai assez de tes bêtises et je ne peux plus en supporter davantage maintenant. Elle a commencé à pleurer bruyamment et à sangloter après un moment, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit et fait dans cette affaire. Je t'aime, toi seul. Et s'il te plaît, viens avec moi à ce spectacle. Mais si tu n'y vas pas, je n'y vais pas. Pas question. Je n'irai ni à ce spectacle ni nulle part ailleurs avec tes soi-disant amis. Et je me fiche de l'endroit où tu vas ou avec quel coureur de jupons. Tu voulais vraiment m'humilier devant tous mes amis et connaissances en passant une nuit avec Michael Gilman. Comme je l'ai dit à Mélanie et Tom. J'ai perdu un emploi mais pas ma fierté. Pourquoi diable partages-tu encore mon lit si tu ne te soucies plus de moi et de mes sentiments? Caroline a renoncé au voyage et est restée à la maison avec moi, mais ce fut un week-end glacial, même si elle a fait de son mieux pour me remonter le moral. Plus tard, j'ai appris que Michael Gilman s'était vanté auprès de ses amis que son vieil ami Tom l'avait arrangé avec une femme mariée formidable. Il devait séjourner dans un bel hôtel lors d'un week-end, pendant que sa femme était dans un spa. Par la suite, lorsque ses amis se sont moqués de lui, le traitant de rêveur parce que la femme mariée n'était pas venue et qu'il y était allé avec son frère à la place, il s'est fâché. Les rumeurs disaient que Michael avait alors promis à ses amis qu'il aurait le dernier mot et coucherait avec cette femme mariée une autre fois. Quand j'ai raconté à Caroline les vantardises et les promesses de Michael, elle a bien ri et m'a promis que cela n'arriverait pas, du moins pas avant que le désert du Sahara ne se transforme en marais. Je me suis calmé après un certain temps, mais j'avais toujours de sérieux doutes sur l'amour de Caroline. Elle m'a supplié de lui donner une seconde chance. À ma surprise, elle a même accepté sans discuter ma condition que Mélanie et Tom ne soient jamais invités chez nous et certainement pas invités à notre mariage et à notre réception. Moins d'un mois après notre dispute à propos du voyage au spectacle, j'ai trouvé un nouveau travail bien rémunéré. Et Caroline l'a célébré en m'invitant à un week-end romantique à Paris. Pour de bonnes raisons. Elle a tout payé, les vols, l'hôtel et un superbe spectacle au Moulin Rouge. Nous avons passé un bon moment très romantique avec une grande intimité. Caroline a fait semblant d'être une fille française et a fait beaucoup de ce pourquoi elles sont célèbres. Superbe voyage en effet, mais j'avais commencé à avoir le sentiment que notre relation ne reviendrait jamais au niveau qu'elle avait atteint avant le voyage annulé avec Mélanie et Tom. J'avais raison à ce sujet. Et un mois plus tard seulement, Caroline m'a réservé la surprise suivante. Le samedi matin, elle m'a dit que Mélanie et elle avaient décidé d'aller faire du shopping dans le chef-lieu de notre département. C'est à environ 80 km de notre ville, et elle avait besoin de notre voiture pour ce voyage. Ce serait sans les enfants. Cela m'a surpris et j'ai demandé pourquoi sans les enfants cette fois. Mélanie et toi allez toujours faire du shopping avec les enfants et je suis sûr qu'Alice a besoin de quelque chose. Parce que Mélanie va acheter un cadeau d'anniversaire pour Tom et que nous allons même faire beaucoup de magasins de mode pendant cette journée bien remplie. Ce serait trop ennuyeux pour les enfants, a-t-elle répondu. Notre voiture était en fait ma voiture parce que je l'avais payée. Quand j'ai demandé, pourquoi ma voiture?
Mélanie et Tom ont tous les deux des voitures. Pourquoi devrais-je payer les dépenses de Mélanie pour acheter un cadeau à son mari? L'homme qui a fait de son mieux pour te mettre en relation avec son ami Michael Gilman. Parce que la voiture de Mélanie est en panne, et Tom avait des courses importantes à faire aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour l'essence. Nous la paierons, a-t-elle dit d'une voix snob. Elle était légèrement mieux habillée que d'habitude pour une virée shopping et avait même un peu plus de maquillage que d'habitude. Cela, ajouté au fait que j'utilisais ma voiture pour les courses de Mélanie, m'a donné un étrange sentiment que quelque chose n'allait pas. Quand Caroline est allée à la salle de bain avant de partir, j'ai eu l'idée d'un simple stratagème et j'ai éteint la sonnerie du téléphone portable de Caroline. En suivant Caroline jusqu'à la porte, j'ai remarqué qu'elle portait des talons hauts. Aucune femme saine d'esprit ne porterait des talons hauts pendant une journée dans un vieux centre-ville avec beaucoup de pavés. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai dit, j'ai le fort sentiment que quelque chose que tu as l'intention de faire aujourd'hui est vraiment stupide et mal. Je ne peux pas t'empêcher d'aller où tu as l'intention d'aller, mais s'il te plaît. Ne mets pas notre mariage en péril en sortant avec Michael Gilman aujourd'hui. Elle est devenue livide et est partie sans aucun autre commentaire. J'ai fait des recherches sur Tom sur le web et j'ai découvert que son 38e anniversaire était dans 71 jours. Difficilement une raison pour une grande célébration avec des cadeaux de valeur, ai-je pensé. Vivre dans une petite ville présente de nombreux avantages mais aussi quelques inconvénients. Même les gens ordinaires peuvent savoir beaucoup de choses les uns sur les autres et il y a même ceux dont l'intérêt principal est de connaître beaucoup de choses sur les amis et les connaissances. Après le voyage de week-end annulé, j'ai commencé à utiliser toutes les sources disponibles pour trouver des informations sur Mélanie, Tom et Michael, mais pas sur Caroline car une épouse était une limite que même je comprenais. Je savais que Michael Gilman avait eu son permis de conduire suspendu pendant 3 mois pour excès de vitesse. Ensuite, j'avais même obtenu de sales ragots utiles sur Mélanie que je n'avais pas l'intention de répandre à moins que Tom et elle n'essaient de ruiner ma relation avec Caroline. Environ 20 minutes après le départ de Caroline, j'ai fait semblant de ne pas trouver les vêtements préférés d'Alice qu'elle voulait porter à une fête d'anniversaire plus tard dans la journée et j'ai appelé Mélanie sur son téléphone portable. Elle a répondu immédiatement. À ma surprise, j'ai pu entendre sa fille et Tom se disputer en arrière-plan pendant quelques secondes, et il était évident qu'elle s'est précipitée dans une autre pièce et a fermé la porte derrière elle. Maintenant, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas, et Mélanie n'était pas dans la voiture car je n'entendais pas la musique préférée de Caroline de l'autoradio. Il était évident que Mélanie et Caroline n'étaient pas ensemble. Cependant, j'ai fait semblant que tout allait bien et j'ai dit, le téléphone portable de Caroline semble être en panne pour une raison quelconque. Voudriez-vous s'il vous plaît lui donner votre téléphone pendant quelques secondes car j'ai une question très importante à lui poser. Désolé, mais à ce moment précis, nous sommes à une station-service parce que Caroline a eu un problème de ventre et a dû aller aux toilettes. Mais je lui dirai de vous rappeler dès qu'elle sera de retour, m'a dit Mélanie d'une voix légèrement inquiète. Nul doute que Caroline était seule ou avec quelqu'un d'autre à faire quelque chose que je n'étais pas censé savoir. Et Mélanie était chez elle, agissant comme soutien pour elle. Mais le téléphone portable éteint leur avait créé un problème inattendu. Il n'était pas nécessaire d'être un Einstein pour deviner ce que Caroline faisait. Un pari sur Michael Gilman serait un jeu à faible cote. Que pouvait faire Mélanie? Appeler Caroline sans obtenir de réponse. Si Caroline était avec Michael et que Mélanie ne connaissait pas son numéro, il lui faudrait un certain temps pour obtenir son numéro de Tom et appeler Michael, mais ce serait un problème pour Caroline de m'appeler à un moment raisonnable. Mélanie a fait du bon travail car 8 minutes plus tard, Caroline m'a appelé. Après que nous ayons clarifié la principale raison de mon appel, j'ai dit, s'il te plaît, donne le téléphone à Mélanie car j'ai des choses importantes à dire à propos du cadeau de Tom. Maintenant, Caroline semblait inquiète quand elle a dit, elle est aux toilettes à la station-service. Je te demanderai de l'appeler quand elle sera de retour. Qu'est-ce que tu fais vraiment? As-tu installé un campement à une station-service juste en dehors de la ville? Tu ne vas pas au chef-lieu pour faire du shopping, ou as-tu d'autres plans? Caroline a coupé l'appel et Mélanie m'a rappelé 5 minutes plus tard. Je lui ai dit, il est évident que Caroline et toi n'êtes pas ensemble. Où diable est-elle? Je peux parier que tu es chez toi et qu'elle est dans un hôtel miteux avec cet homme à femme Michael Gilman alors qu'il est. Si tu es avec elle, s'il te plaît. Donne-lui ton téléphone pendant quelques secondes. Sinon, il ne fait aucun doute que j'ai raison. La courte réponse de Mélanie fut, va-t'en. Je n'y suis pas allé, mais j'ai appelé son mari, Tom.
Mélanie a avoué qu'elle était un soutien pour Caroline, qui prétendait faire du shopping avec elle. Mais je peux parier que Caroline est avec Michael Gilman en ce moment précis. Il est grand temps que tu laisses tomber toutes ces bêtises et que tu me dises toute la vérité. Tom a répondu, calme-toi, mec. Pourquoi devrais-je me soucier de ce que fait ta partenaire infidèle? Parce que je me soucie de ta femme infidèle. Demande-lui pourquoi Ander Jonten se vante de l'avoir fait coucher avec lui il y a 2 ans lors de leur voyage de conférence syndicale dans ce célèbre spa sur la côte ouest. J'ai répondu à Tom et nous n'étions plus amis depuis mon voyage de week-end annulé et n'avions même pas parlé depuis. Il avait essayé de mettre Caroline en relation avec son ami Michael et il était impliqué dans les agissements de Caroline à ce moment-là. À mon avis, il ne pouvait pas me blâmer de lui dire la vérité sur sa femme, bien qu'il ait refusé de me dire la vérité sur mon épouse. 10 minutes plus tard, une Mélanie furieuse m'a appelé et m'a accusé de détruire son mariage heureux. Je lui ai dit que la seule chose que j'avais faite était de prendre ma revanche parce qu'elle avait aidé Caroline à annuler mon mariage prévu. Si elle m'avait immédiatement parlé de Caroline et Michael lors de mon premier appel, elle serait toujours une femme heureuse. Puis elle a crié, va-t'en et prends ta partenaire infidèle et ton enfant avec toi. Cette phrase m'a frappé durement. Vraiment durement. J'ai appelé le portable de Caroline et cette fois, elle a répondu. Je lui ai demandé, Mélanie vient de m'appeler et a dit qu'Alice est une enfant illégitime. Est-ce exact? Elle a dû subir un choc car elle a crié, pourquoi t'a-t-elle dit ça? Parce que Michael Gilman et toi avez même gâché son mariage, je suppose. Pourquoi ne lui demandes-tu pas, ai-je répondu. Un appel à la femme de Michael Gilman m'a donné son numéro de portable et l'information qu'il jouait au golf. J'ai composé le numéro mentionné et quand Michael a répondu, je lui ai dit, le mari de Caroline Stillman te cherche avec un fusil de chasse. Ces 2 appels devraient calmer les 2 tourtereaux pendant un certain temps. J'ai trouvé un laboratoire privé sur le web et j'ai commandé un kit de test ADN. Caroline est rentrée chez elle moins d'une demi-heure plus tard et m'a crié dessus, es-tu devenu complètement fou pour menacer Michael Gilman avec un fusil de chasse et nous accuser, Mélanie et moi, d'infidélité? Je lui ai dit. Fusil de chasse? Quel fusil de chasse? Je n'ai jamais possédé de fusil de chasse. Tom s'est moqué de moi parce que je vivais avec une partenaire infidèle. Il ne s'est pas soucié de notre relation quand il a accepté que sa propre femme infidèle te serve de complice dans ton infidélité aujourd'hui. Il a dû payer. Comme certains hommes sains le disent, œil pour œil, dent pour dent. Ne me blâme pas. Moi aussi, je suis une victime de cette bêtise. La femme de Michael Gilman est devenue très en colère quand je lui ai dit que j'étais au courant pour Caroline et son mari. Elle a dit que Michael avait eu plusieurs chances et que maintenant ce serait la fin pour lui. Puis notre voisin Dan Olsen, qui est une sorte de chef de section à la police locale, a sonné à notre porte et a demandé s'il pouvait entrer pour une petite discussion. Je n'ai eu aucune objection et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il m'a demandé si j'avais été à la chasse et je lui ai dit la vérité, que j'avais fait du babysitting à la maison toute la matinée parce que Caroline avait notre voiture pour une virée shopping avec son amie Mélanie Lindan. Puis j'ai répété la vérité que la chasse n'était pas mon truc. Je n'avais jamais possédé d'armes et je n'avais pas l'intention d'en acheter. Il a dit qu'il avait reçu de mauvaises informations mais que nous pourrions aller chasser ensemble de temps en temps si cela m'intéressait. Après quelques politesses avec Caroline et Alice, il est parti. Il était évident que mon appel à Michael Gilman l'avait effrayé et l'avait poussé à appeler la police. Dan aurait dû être assez malin pour faire une vérification discrète au lieu d'envoyer toute la cavalerie. Caroline a continué à me harceler en me demandant pourquoi j'avais parlé à Tom de la liaison occasionnelle de Mélanie avec Ander Jonten. Je l'ai interpellé et j'ai dit, tu as ignoré mon avertissement concernant ton rendez-vous avec Michael Gilman, bien que tu savais que cela mettrait fin à notre relation. La seule chose que je peux te dire, c'est un grand merci pour tous les bons moments que nous avons partagés pendant nos 9 ans. Et je suis désolé que tu aies mis fin à cela de cette manière sale. Tu peux vivre dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu trouves un appartement quelque part et n'hésite pas à être avec ce lapin de Gilman autant que tu veux. Mais pas dans cette maison. Elle ne s'y attendait pas et a commencé à pleurer et s'est précipitée dans la chambre. Après un moment, quand elle s'est un peu calmée, elle est revenue et a sangloté, tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, crois-moi. Car la vérité est que je n'ai jamais eu de relation physique avec lui ou avec qui que ce soit d'autre que toi depuis que nous nous sommes rencontrés. Tu réagis de manière excessive sans aucune raison de le faire. Désolé, Caroline.
Mais je ne peux pas épouser ou vivre avec une femme en qui je ne peux pas avoir confiance. Tu m'as menti à propos de tes achats avec Mélanie et tu es allé directement chercher Michael Gilman dans ma voiture après que je t'ai averti des conséquences. Mélanie et Tom ont tous deux avoué que tu l'as fréquenté aujourd'hui. Pourquoi continues-tu à me mentir à ce sujet? Je lui ai demandé, toujours en sanglots, elle a répondu, s'il te plaît, crois-moi. Michael n'est qu'un ami et oui, je l'ai rencontré aujourd'hui, mais je n'ai jamais eu de relation physique avec lui. C'est sûr. Peut-être pas, mais seulement parce que j'ai mis fin à vos deux tentatives. Le voyage au spectacle avec lui était presque trop bizarre pour être une tentative sérieuse. Mais aujourd'hui, tu avais tout beaucoup mieux planifié. Tes petites erreurs m'ont convaincu que le shopping n'était pas inclus dans tes intentions pour la journée. Mais le vieil adage dit, la troisième tentative y parviendra. Par conséquent, il est grand temps de mettre fin à cette relation avant que tu n'aies la moindre chance de la concrétiser. Je lui ai dit. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne t'ai jamais trompé et je promets d'être ta femme fidèle si tu me donnes une chance de le prouver, a dit Caroline. J'ai répondu. J'ai regretté plusieurs fois de ne pas nous être séparés quand tu avais l'intention d'aller à ce spectacle et de passer une nuit à l'hôtel avec Michael Gilman. Tu as utilisé mon manque d'argent temporaire comme excuse pour y aller avec lui et tu voulais le faire pour des raisons économiques. Si tu avais voulu le faire, tu aurais pu payer ce voyage pour au moins 100 personnes sans aucun problème. Mais tu as refusé d'aider l'homme que tu prétendais vouloir épouser, bien qu'il t'ait supplié de l'aider avec son problème temporaire. Je t'ai donné une seconde chance. Même si tes intentions de voyage au spectacle avec Michael me blessent toujours. Mais le désordre avec lui aujourd'hui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne suis probablement même pas le père d'Alice. J'ai toujours honte et je suis désolé de mes actions pendant la période où tu étais au chômage. Et je ne me suis jamais plainte parce que tu as refusé d'aller à ce spectacle. Tu es mon seul amour depuis que nous nous sommes rencontrés. Et bien sûr, Alice est ta fille, a-t-elle répondu. Une femme qui aime son petit ami et son fiancé ne lui mentirait jamais et ne réserverait pas des rendez-vous dans 2 hôtels avec un coureur de jupons comme Michael Gilman. Des choses que tu as faites dans mon dos. Qu'en est-il de notre mariage? Tu ne te soucies pas de ce que nous avons convenu de faire? J'ai déjà réservé beaucoup de choses. S'est-elle exclamée. Michael Gilman sera probablement largué par sa femme, alors tu peux l'épouser à ma place, lui ai-je dit. Caroline avait ruiné les grands projets de mariage que nous avions prévus pour notre 10e anniversaire. Elle avait déjà réservé l'église, une Rolls-Royce et une auberge très populaire pour la réception. Ce fut l'un des pires jours de ma vie, et je me sentais horrible. Ma décision était prise et aucune troisième chance ne serait donnée. La rupture entre Caroline et moi était irrévocable et rien ne pouvait l'arrêter. Ainsi, cela a mis fin à une relation familiale heureuse et unique. Je ne nierai jamais que cela ressemblait à l'enfer. Caroline était une belle fille avec de nombreuses qualités, et c'est pourquoi elle me manquerait beaucoup, mais je ne pouvais pas supporter ses tentatives d'infidélité. Je savais que beaucoup de gens me considéreraient comme insensible de ne pas pardonner à Caroline ses tentatives naïves échouées avec Michael Gilman, mais je lui avais déjà pardonné ses intentions de partir avec Michael pour le week-end, ce qui, depuis, était resté un obstacle entre nous. Quelques jours plus tard, Caroline a avoué ce qu'elle avait fait avec Michael Gilman, et j'avais eu raison à son sujet. Il avait beaucoup travaillé sur elle et lui avait envoyé un grand bouquet de roses à son travail avec une carte disant qu'il était désolé si son intérêt pour le voyage de week-end lui avait causé des problèmes. Une semaine après cela, il l'avait invité à déjeuner. Après cela, ils ont déjeuné ensemble 1 ou 2 fois par semaine. Bien sûr, les déjeuners avaient commencé comme des rencontres innocentes avec d'agréables petites discussions, mais leurs sentiments l'un pour l'autre avaient lentement augmenté jusqu'à une sorte de désir romantique qu'ils ne pouvaient ni nier ni arrêter. Un problème avait été l'annulation du permis de conduire de Michael, et c'est pourquoi c'était à Caroline de réparer la voiture. Michael avait réservé une chambre dans un petit hôtel qu'il avait déjà utilisé. Caroline a dit qu'elle avait commencé à regretter toute cette histoire déjà à notre porte quand je l'ai avertie d'un mariage annulé si elle sortait avec Michael Gilman. Elle lui avait dit que je la soupçonnais de le tromper avec lui et qu'elle voulait annuler toute cette histoire. Mais Michael, qui avait déjà payé la chambre, l'avait persuadée de continuer. Elle l'a fait. La chambre n'était pas prête quand ils sont arrivés à l'hôtel. Alors, ils sont allés à un café où ils ont reçu un appel de Mélanie, inquiète, qui lui a suggéré d'annuler.
Quand Caroline m'a appelé et que je lui ai demandé de donner le téléphone à Mélanie, elle a commencé à craindre le pire. Quand elle a appelé Mélanie pour qu'elle m'appelle, Mélanie lui a crié « Annule le rendez-vous et rentre chez toi avant qu'il ne soit trop tard ». Elle voulait le faire, mais Michael avait refusé de partir. Alors ils ont commencé à se disputer jusqu'à ce que Mélanie rappelle et lui dise que j'avais découvert exactement ce que Caroline faisait. Un Michael furieux a commencé à comprendre que tous ses plans pour être avec Caroline s'évanouissaient. Maintenant, même Caroline avait perdu son sang-froid et lui a dit qu'elle regrettait d'avoir accepté ce rendez-vous avec un risque élevé d'annuler son mariage et sa relation avec moi. Puis une Mélanie totalement folle a rappelé et a hurlé à propos de moi qui écrasais son mariage. Mon dernier appel avec des questions sur le fait qu'Alice soit une enfant illégitime l'avait fait hurler de désespoir et commencer à courir pour prendre la voiture. Puis Michael a reçu un appel l'avertissant que je le chassais avec un fusil de chasse. Cet appel l'avait transformé en une épave et il n'osait pas rentrer chez lui avec Caroline dans sa voiture. Alors il a pris un taxi. Maintenant, une Caroline en pleurs a dit qu'elle ne pourrait jamais de sa vie comprendre pourquoi elle n'avait pas mis fin à son rendez-vous stupide quand elle aurait encore pu sauver son mariage et son avenir avec moi et Alice en tant que famille. Puis tout a vraiment mal tourné quand j'ai reçu les résultats du test ADN qui disaient que A et B n'étaient pas apparentés, mais que A et C l'étaient. En d'autres termes, Caroline est la mère d'Alice, mais je ne suis pas son père. Maintenant, j'ai jugé préférable de consulter un avocat avant d'en parler à Caroline. Maintenant que le jeu était terminé, une Caroline honteuse a préféré me confesser chez elle plutôt qu'au tribunal comment elle était tombée enceinte et qui l'avait fait. Elle avait arrêté la pilule quand nous faisions de notre mieux pour qu'elle tombe enceinte. Pendant cette période, elle avait été à une conférence et, après une joyeuse fête, elle avait passé une nuit avec Nicholas Albertsons, un bel homme marié avec 3 enfants. Ni Caroline ni moi n'avions jamais soupçonné que je n'étais pas le père d'Alice. Mon avocat a commencé le long processus juridique pour que Nicholas Albertsons me rembourse mon argent et prenne en charge les paiements jusqu'à ce qu'Alice ait 18 ou 25 ans si elle poursuivait des études supérieures. Une garde partagée pour Alice était hors de question, mais Caroline et moi avons convenu qu'elle pouvait me voir autant qu'elle le voulait et garder sa chambre chez moi. Je n'étais pas son vrai père, mais j'étais le seul père qu'elle connaissait, et je serais toujours là pour elle. Ce n'était pas la faute d'Alice si sa mère m'avait trompé. Tom a très mal pris l'infidélité de Mélanie, vraiment très mal. Après les aveux de Mélanie, il est allé directement voir Anders Jonte et l'a frappé, l'envoyant à l'hôpital pour une semaine. Parce que la camionnette de Tom a été vue par la femme de Jantine et ses 2 enfants, il serait très difficile pour Tom d'éviter de passer quelques mois en prison. Caroline a gagné un nouveau surnom, la reine du divorce, parce que ses tentatives ratées de me tromper avec Michael Gilman ont causé 5 divorces, ce qui, du moins dans notre ville, était le meilleur score connu pour un groupe d'infidèles ratés. Toutes ces personnes se sont séparées, Mélanie et Tom, le père d'Alice, Nicholas Albertsons, et sa femme, l'amant de conférence de Mélanie, Anders Jean, et sa femme, Michael Gilman, et sa femme, et bien sûr, Caroline et moi. Je suppose que ce sera une période difficile pour toutes les personnes impliquées, bien que le temps finira probablement par guérir les blessures pour nous tous. Après tout, de nos jours, nous ne sommes pas seuls avec de telles expériences. Loin de là, car près de la moitié de la population a connu un divorce. Ma famille n'a pas eu de gagnant mais 3 perdants, et j'étais très désolé des problèmes que nous avions causés à Alice, qui a continué à passer plus de temps avec moi dans son ancienne maison que dans le nouvel appartement de Caroline. Elle a payé un prix élevé pour ce que Caroline avait fait. D'après ce qu'on m'a dit, Caroline espérait toujours que je lui pardonnerais et que je la reprendrais. Je ne me sentais pas bien après toutes les absurdités dans lesquelles j'avais été impliqué en si peu de temps. Perdre mon emploi, des problèmes financiers, les tentatives de Caroline de me tromper, notre séparation, et le pire de tout, me faire jeter à la figure que je n'étais pas le père de ma fille. Cependant, je reçois quelques invitations de femmes intéressées. Je n'ai pas encore fréquenté de filles. Probablement parce que je pleure encore ma famille perdue, ce qui fait un mal de chien. Malgré beaucoup de réflexions, je ne peux toujours pas comprendre comment Caroline a pu être si désireuse d'avoir un rendez-vous avec un coureur de jupons comme Michael Gilman. Qu'elle, même après mes avertissements sérieux, n'ait pas hésité à risquer et à laisser tomber notre mariage et tout ce que nous avions ensemble. L'un des étranges mystères de cette triste histoire est que maintenant que Caroline et Michael sont libres et vivent seuls, ils ont perdu tout intérêt l'un pour l'autre et ne se sont pas du tout fréquentés. La seule chose certaine que je sais, c'est que même si Caroline Stillman est une charmante fille, elle ne sera jamais ma femme aimante.
Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à faire connaître mon contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. J'étais autrefois l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de hockey de division élite, la fierté de notre ville scandinave. En tant que star du hockey, j'ai reçu de nombreuses invitations à toutes sortes d'événements, et j'ai accepté de jouer les mannequins lors d'un défilé de mode. À mon grand plaisir, une très jolie fille blonde et moi devions être les mariés lors de la grande finale du spectacle. La belle fille, Anna Langrand, et moi, David Eriksson, avons passé un bon moment à la fête après le spectacle. En fait, si bon que je l'ai trouvée dans mon lit le lendemain matin. Et après cela, nous avons continué à partager ce lit chaque nuit. Ce fut une période agréable pour Anna et moi car nous étions invités à de nombreux grands événements et fêtes. Anna aimait beaucoup ces jours-là. Il y a eu un problème lorsque nous avons voulu nous marier parce que je possédais une belle maison, une bonne somme d'argent, des parts dans plusieurs entreprises prospères et une voiture coûteuse, tandis qu'Anna ne possédait que ses vêtements et beaucoup de chaussures. Après plusieurs querelles, j'ai réussi à faire accepter et signer à Anna un accord qui stipulait que tout ce que nous possédions avant le mariage resterait la propriété privée de son propriétaire. Anna a finalement accepté parce que la raison principale de notre grand mariage était un amour véritable pour la vie et non un divorce rentable. Nous avons eu un bon mariage jusqu'à il y a plusieurs semaines, quand Anna a commencé à avoir des excuses étranges pour éviter l'intimité certains mardis, mercredis ou jeudi soir. Au début, je ne m'en suis pas soucié, mais ensuite je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, et elle a tout nié. C'était un de ces jours où j'étais de mauvaise humeur parce que tout avait mal tourné la veille et qu'Anna m'avait encore une fois refusé l'intimité. Même le temps était mauvais, froid, venteux et pluvieux, ce qui augmentait ma mauvaise humeur. De retour à mon travail, après un déjeuner ennuyeux et sans saveur avec un collègue qui me harcelait, j'ai découvert que j'avais oublié des notes importantes dont j'avais besoin pour mon travail à ce moment précis. Une seule chose à faire, rentrer à la maison et les récupérer. À la maison, j'ai eu un étrange pressentiment que quelque chose n'allait pas dans la cuisine, et il m'a fallu un certain temps pour comprendre quoi. J'ai remarqué que ma femme Anna avait visiblement été à la maison et avait relevé le courrier de la boîte aux lettres et l'avait posé sur le plan de travail où elle le posait habituellement lorsqu'elle rentrait du travail vers 15 heures. Le courrier était encore un peu humide à cause de la pluie, donc elle avait dû être à la maison légèrement avant moi. Comme notre relation n'était pas au top ce jour-là, et qu'elle n'avait jamais l'habitude de rentrer chez elle pendant ses heures de travail, je suis devenu curieux. Me refusait-elle l'intimité la veille au soir parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre pendant sa pause déjeuner? Un coup d'œil dans notre chambre a montré que tout était exactement comme je l'avais laissé le matin. Mais un rapide coup d'œil dans la chambre d'amis m'a réservé une grande surprise car il y avait un briquet plaqué or sur le tapis marron, légèrement sous le lit. Ni Anna ni moi ne sommes fumeurs et il était clair qu'un fumeur avait été dans cette pièce probablement pas plus d'une demi-heure avant moi. Maintenant, j'étais vraiment suspicieux et j'ai décidé de découvrir ce qu'Anna tramait. J'ai donc remis le briquet là où il avait été trouvé. Personne n'avait fumé dans la maison, et si la visiteuse d'Anna avait été une femme, elle aurait gardé son briquet dans un sac à main et n'aurait guère eu de raison de le sortir. Par conséquent, tout indiquait que le briquet appartenait à un homme et était tombé de sa poche lorsqu'il faisait quelque chose sur le lit de la chambre d'amis. Il n'est pas difficile de suspecter quoi. De retour du travail, la soirée s'est déroulée comme d'habitude, mais aucun de nous n'a mentionné être rentré à la maison pendant la journée. Quand Anna a été accrochée à un feuilleton télévisé qu'elle regardait habituellement, je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai constaté que le briquet n'était plus sur le sol, mais il n'était posé nulle part où je pouvais le voir. Ni dans la chambre d'amis, ni dans la cuisine. Plus tard dans la soirée, j'ai fait semblant d'avoir un travail important à faire avant d'aller me coucher. Anna est donc allée se coucher avant moi et dormait quand je suis arrivé dans la chambre. Je me suis déshabillé, mais au lieu d'aller directement au lit, je me suis faufilé dans la cuisine puis dans le hall où le sac à main d'Anna était à sa place habituelle. Un rapide coup d'œil m'a montré que le briquet était maintenant dans son sac à main. Nul doute qu'Anna était impliquée dans quelque chose avec quelqu'un, et mon intention était de découvrir quoi. Mes soupçons ont encore grandi en vérifiant son sac à main le soir suivant, et le briquet avait disparu. Il y avait eu un dépliant dans le courrier indésirable quelques semaines auparavant d'un magasin de serrurerie et d'alarmes concernant leurs alarmes. Ce qui a retenu mon attention, c'était un petit détecteur d'alarme avec une caméra de la taille d'un détecteur de fumée.
Il était équipé d'une carte SIM prépayée et pouvait envoyer des messages d'alarme et des photos à un téléphone portable. Le lendemain, j'ai acheté cette unité avec 2 détecteurs de fumée de presque la même taille. Tout fonctionnait sur pile, donc l'installation serait un jeu d'enfant le samedi quand Anna aurait une course à faire pour ses parents et que les enfants seraient sortis jouer. Le test a montré que cela fonctionnait mieux que prévu, et quand Anna est revenue, elle n'a eu aucune objection. Je lui ai simplement dit que nous avions parlé des détecteurs de fumée à mon travail, et qu'il était évident que nous en avions besoin de quelques-uns de plus pour une protection acceptable. J'ai réglé l'alarme pour qu'elle soit active du lundi au vendredi, de l'heure où je quittais la maison à l'heure où Anna rentrait juste avant que les enfants ne rentrent de l'école. Tout a bien fonctionné le premier lundi et mardi. Puis ça a dégénéré le mercredi et l'alarme s'est déclenchée quelques minutes. Les petites images sur mon téléphone portable ont montré Anna et un homme s'embrassant dans notre couloir. Le pire scénario possible était évidemment en train de se produire chez moi et la seule façon possible pour moi de gérer cette situation était une action immédiate. Si Anna et cet homme étaient intimes dans la chambre d'amis, ils étaient, espérons-le, toujours en action quand je rentrerai chez moi et les surprendrai avec un appareil photo pour recueillir des preuves des plaisirs secrets de ma chère femme. Bien sûr, ils pouvaient même faire des choses complètement innocentes, mais leur baiser indiquait quelque chose de bien loin de cela. J'ai filé. J'ai réussi à rentrer à la maison en presque 10 minutes et j'ai laissé ma voiture dans la rue pour qu'elle ne soit pas visible depuis la fenêtre de la chambre d'amis. Je me suis faufilé dans la maison aussi silencieusement que possible et je n'ai rien entendu de la cuisine ni du salon. La porte de la chambre d'amis était fermée, mais en m'approchant, j'ai pu entendre des bruits étouffés provenant de là. Mon appareil photo était réglé en mode automatique, prenant 9 photos à chaque pression sur le bouton. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tenu l'appareil fermement, j'ai ouvert la porte et je suis entré dans la pièce. J'étais prêt à voir le pire, et c'est exactement ce que j'ai pu voir. Anna, qui portait toujours son haut bleu, était allongée sur le dos, les jambes écartées. Entre les jambes écartées d'Anna, il y avait un cul blanc d'homme qui montait et descendait. Il portait une chemise jaune vif, ce qui ressemblait au drapeau ukrainien. Mon entrée les a pris par surprise et j'ai pris une deuxième série de 9 photos avant de mettre l'appareil photo dans ma poche. J'ai fait quelques pas vers le lit et j'ai donné au homme encore surpris quelques coups très durs au visage. Visiblement, je l'avais rendu plutôt groggy car il n'a fait aucune tentative de résistance quand je l'ai traîné hors de ma femme qui criait. L'emmener à la porte et le jeter hors de la maison s'est passé sans aucun problème réel. Peut-être parce que je lui ai donné quelques coups supplémentaires en chemin. De retour dans la chambre d'amis, ma femme, qui pleurait maintenant bruyamment, avait mis sa petite culotte en dentelle noire et tenait son pantalon. Je lui ai dit, sexy pour l'amant. Sors et emporte cette putain d'ordure que j'ai jetée dehors. Sors d'ici et emporte-la de ma propriété. Ma femme en sanglots a essayé de me débiter le baratin habituel dans de telles situations. Je suis désolé et je ne peux pas expliquer comment cela a pu arriver car je ne l'ai pas fait intentionnellement. Je te promets que c'était la première et la dernière fois que je fais une chose aussi stupide. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai ramassé le pantalon de son amant par terre, j'ai mis ma main dans la poche droite, j'ai sorti le briquet plaqué or, je l'ai tenu devant elle et j'ai dit, ne me mens pas car je sais avec certitude qu'aujourd'hui, c'était la même procédure qui s'est déroulée chaque semaine dans cette pièce. Quand Anna a vu le briquet, elle a compris que je l'avais vu il y a une semaine et que j'avais tiré la bonne conclusion sur la raison pour laquelle il était sous le lit. Maintenant, elle a crié, oh mon Dieu. L'amant d'Anna était un collègue à elle nommé Richard Gilindal. Je l'avais rencontré, lui et sa très belle femme, lors d'un dîner organisé par l'un des patrons d'Anna. Un coup d'œil à son permis de conduire trouvé dans son portefeuille m'a confirmé que c'était exact. Il a même montré qu'il avait 8 ans de moins qu'Anna. Après cela, j'ai dit à Anna d'aller rejoindre Richard avec ses vêtements. Elle l'a fait, et quelques minutes plus tard, ils sont partis dans sa voiture. J'ai appelé mon travail et j'ai dit que je resterais à la maison pour le reste de la journée et quelques heures le lendemain. Mon mariage était brisé en 1000 morceaux, il n'y avait donc aucune raison pour moi de laisser ce tricheur de Richard avoir un mariage heureux avec sa charmante femme. Des mesures devaient être prises dès que possible. Malgré une forte tentation de m'asseoir dans mon fauteuil le plus confortable avec une bouteille du whisky brut Rockstar Jack Daniels que j'avais gagné à une loterie à mon travail, j'ai décidé de régler les choses nécessaires d'abord et de garder ma peine pour plus tard. La première chose à faire était de télécharger les photos de l'appareil photo. Bien que la plupart d'entre elles soient correctes vues dans l'appareil, l'une des dernières photos était superbe sur l'écran de l'ordinateur. Les deux visages étaient visibles,
et les parties intimes de Richard, maintenant sorties d'Anna, étaient clairement visibles et avaient perdu leur fermeté, indiquant qu'Anna trompait avec un homme très mal équipé. C'était une image très humiliante pour eux deux. La deuxième chose à faire était un appel téléphonique à la banque où travaillait la femme de Richard. Quand elle a pris mon appel, je lui ai simplement dit la vérité sur ce qu'Anna et son mari avaient fait dans la chambre d'amis. Elle m'a donné son adresse email et je lui ai envoyé la photo. Ma prochaine étape a été de trouver la liste de numéros de téléphone et d'adresses email des employés au travail d'Anna, que je savais qu'elle gardait quelque part chez nous. Je l'ai trouvé dans l'un de ses tiroirs. J'ai envoyé la photo à 10 personnes importantes au bureau où Anna et Richard travaillaient. Le premier des appels téléphoniques attendus est arrivé 10 minutes plus tard. C'était Richard qui a crié « Qu'est-ce que tu fous, espèce d'idiot ? Sois sûr que je te le ferai regretter. » Ma réponse fut « Qu'est-ce que tu fous ? Tu as fait une grosse erreur et tu dois payer pour ça. » Il a crié de nouveau « Je vais te poursuivre en justice. » Pourquoi diable te plains-tu ? Tu veux Anna ? Tu l'as et tu peux la garder pour toujours. Il a raccroché. L'appel suivant est venu d'Anna en pleurs. Comment peux-tu être si cruel avec moi ? Ma réponse fut brève. Qui est cruel ? Ne trouves-tu pas que c'est une humiliation cruelle pour moi de trouver ma femme me trompant chez moi ? C'est une putain d'humiliation cruelle, en effet. Anna a mis fin à son appel. Bien sûr, envoyer la photo intime du petit pénis des tricheurs à de nombreuses personnes était une chose ignoble à faire, mais je ne regrettais pas mes actions car je ne voyais pas d'autres options pour ma vengeance. Je me battais pour ma propre réputation. J'avais travaillé dur pour être une star admirée dans notre équipe de hockey, respectée pour ne jamais sortir des sentiers battus. Peu importe à quel point les joueurs que nous rencontrions étaient célèbres ou rudes. Bien que cela fasse plusieurs années que j'ai disputé mon dernier match, j'étais toujours très populaire auprès des supporters de notre équipe et de nos joueurs juniors. Un homme à admirer, un homme qui, grâce au hockey, avait obtenu tout ce qu'un jeune joueur de hockey pouvait rêver. Si j'avais laissé un homme être avec ma belle femme sans me venger, ma réputation serait passée d'une star du sport admirée à un pauvre lâche et une risée. Ce n'est pas ma façon de jouer. Le problème n'était pas de savoir si j'avais été trop cruel envers Anna et Richard. Non, mon problème était de savoir si mes actions étaient assez dures pour être considérées comme une vengeance acceptable auprès du public. Bien que la photo intime de leur petit outil n'ait été envoyée qu'à 11 personnes, j'étais sûr qu'elle serait diffusée dans toute la ville en peu de temps. Puis j'ai reçu mon troisième appel téléphonique. C'était la mère d'Anna qui a dit qu'Anna était en plein désarroi chez elle et qu'elle y resterait un moment. C'était donc à moi de m'occuper des enfants. Après cela, elle a commencé à me reprocher ce que j'avais fait à Anna. J'ai promis de bien m'occuper de nos enfants, bien que personne ne sache avec certitude si j'étais leur vrai père ou non. Concernant le désarroi d'Anna, je lui ai dit qu'elle devrait demander à sa propre fille infidèle pourquoi elle avait ses problèmes. Ma belle-mère ne m'avait jamais aimé, et cet appel téléphonique ne pouvait guère augmenter ses sentiments positifs envers moi. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu le 4e appel concernant l'infidélité d'Anna. C'était de Marie Gilindal, qui m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire et si j'avais d'autres photos. J'ai promis de lui envoyer les 18 photos et je lui ai dit que j'envisageais le divorce car l'infidélité de ma femme pouvait difficilement être considérée comme une simple aventure passagère. Marie a dit que Richard avait avoué que sa liaison avec Anna avait duré 5 semaines avec cette session intime dans ma maison, et que Marie ne voyait pas non plus de possibilité d'éviter le divorce dans son mariage avec Richard. Quelques minutes seulement après l'appel de Marie, la sonnette a retenti et la mère d'Anna se tenait dehors. Je l'ai laissée entrer et elle m'a dit qu'Anna resterait avec elle pendant une semaine. J'ai donc eu l'occasion de me calmer. J'ai répondu que j'étais aussi calme qu'un concombre et que je demanderais le divorce le lendemain car maintenant je savais avec certitude qu'Anna avait été avec Richard chez moi pendant au moins 5 semaines, mais probablement beaucoup plus longtemps. La mère d'Anna est devenue pâle et a cessé de me harceler quand elle a vu la photo intime du petit pénis d'Anna et Richard. Anna a dormi dans la chambre d'amis pendant 3 mois jusqu'à ce que Richard et elle trouvent un appartement qu'ils ont loué ensemble. Comme prévu, ils ont été la risée de notre ville pendant un certain temps. Mais de telles affaires ne durent pas éternellement car il y a toujours de nouveaux scandales publics qui remplacent les anciens. Anna reçoit toujours des invitations d'hommes saouls et libidineux qui lui disent généralement qu'une fille formidable comme elle a besoin de quelque chose de mieux et de plus grand que ce que son amant mal équipé peut lui offrir. J'ai acheté une nouvelle maison en construction dans une zone avec vue sur le lac et je mettrai cette vieille maison en vente pour un beau profit. Bien qu'Anna ait agi comme une épouse infidèle envers moi,
c'est une bonne mère, donc elle et moi partageons la garde de nos enfants. Un test ADN a confirmé que je suis leur père. Je suis célibataire et Anna me manque encore énormément, donc je n'ai fait aucune tentative sérieuse pour trouver quelqu'un pour la remplacer. Une chose est sûre, je ne reprendrai jamais Anna. Bien qu'Anna dise que Richard et elle devraient se séparer dans un proche avenir. Anna a avoué à sa meilleure amie que sa liaison avec Richard était une terrible erreur qu'elle regretterait toute sa vie et que vivre avec lui était une mauvaise vie comparée à la bonne vie avec sa famille dans le mariage. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à faire connaître mon contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.